Bonjour à tous, chers participants, chères participantes, chers collègues. C'est un vrai plaisir de vous accueillir au nom de Coalition Plus à ce symposium sur notre réponse communautaire dans le contexte de la Covid-19, qui va nous permettre de partager quelques-unes seulement des actions menées par nos associations membres. Comme le disait notre présidente Hakima Imich en ouverture de cette conférence, la réponse communautaire doit être reconnue et intégrée aux réponses du système de santé, car nous ne sommes pas que des prestataires de services. L'expertise, les savoir-faire communautaires nous permettent de faire en sorte que les actions proposées soient mieux appropriées par les populations, car elles répondent au plus près à leurs besoins. Il s'agit là essentiellement des leçons que nous avons apprises, nous, acteurs et actrices de la lutte contre le sida et les hépatites virales. L'arrivée de la pandémie de la Covid-19 a bouleversé l'ensemble des pays, l'ensemble des structures de santé, que ce soit au nord comme au sud, comme nous allons l'entendre au travers des 5 présentations qui vont vous être faites. Cette pandémie, bien sûr, et surtout les mesures de santé publique mises en œuvre par les États pour y répondre, affectent à la fois le fonctionnement des associations communautaires et les conditions de vie des personnes qu'elles accompagnent. Nos bénéficiaires ont vu dans tous les pays leur situation se précariser encore davantage. La crise actuelle de la Covid-19 nous amène donc à penser, plus que jamais, la santé des personnes les plus vulnérables et marginalisées dans une approche globale de santé. Avant le démarrage des présentations, je rappelle aux participants et aux participantes que vous pouvez poser vos questions via un chat et que nous aurons le temps d'échanger en fin de session. Je vais donc maintenant passer la parole à Rokhaya Nguer, présidente de l'ANCS, Alliance nationale des communautés pour la santé au Sénégal, et qui est aussi membre du bureau de Coalition Plus. Elle va nous présenter de façon un peu plus large la mobilisation du réseau Coalition Plus face à la Covid-19. Mesdames, Messieurs les délégués et participants à la 10e édition et première e-conférence AFA-VIH 2020. C'est d'un sincère enthousiasme et d'un plaisir à la mesure de l'événement que je vous présente la note d'introduction du symposium de Coalition Plus sur la réponse communautaire à la COVID-19, reconnue comme la crise sanitaire mondiale majeure de notre époque. Mon intervention va particulièrement porter sur la plus face à la COVID-19, notamment sur le leadership et l'expérience de notre réseau à réagir solidairement dans l'urgence, mais efficacement pour répondre aux besoins nouveaux des associations et de leurs bénéficiaires survenus avec la COVID-19. Je vais à présent partager mon écran. Permettez-moi, pour entamer ma communication, de dire juste quelques mots sur notre organisation. Créée en 2008, Coalition Plus est une union internationale d'ONG de lutte contre le sida et les hépatites virales qui partagent les mêmes valeurs. Indépendance, confidentialité, liberté d'expression, transparence financière, avec comme credo la démarche communautaire. Le principe clé, rien pour nous sans nous, anime nos organisations membres depuis des décennies et continue de nourrir le positionnement politique et le fonctionnement de Coalition Plus à tous les niveaux. Nous militons pour que l'expertise des personnes infectées, affectées ou particulièrement vulnérables au VIH et aux hépatites virales soit reconnue à sa juste valeur et pour que leur communauté soit systématiquement associée à la prise de décision et à la mise en œuvre des programmes de santé qui les concernent. Pour ce qui est de la gouvernance, nos associations membres constituent à voix égale notre conseil d'administration dans un cadre de gouvernance partagée où chacune d'entre elles fait entendre sa voix au sein des instances politiques. Coalition Plus est composée de 16 organisations adhérentes issues du Nord et du Sud, dont l'ANCS au Sénégal. Elle agit dans 52 pays auprès de plus d'une centaine d'associations partenaires regroupées en réseaux géographiques, thématiques et linguistiques. Nos salariés sont basés aussi bien dans les différents bureaux Coalition Plus que chez plusieurs membres de l'Union. L'initiative salutaire de la mobilisation du réseau Coalition Plus pour faire face à la COVID-19 a eu comme soubassement la mise en place d'un fonds d'urgence dès le mois d'avril. En effet, à l'apparition de la COVID-19 en mars 2020, Coalition Plus a été très réactive dans la constitution de ce fonds d'urgence en sollicitant très rapidement ses partenaires institutionnels comme l'AFD, Expertise France, United, le fonds Robert Carr afin de réorienter une partie des financements vers la réponse à cette crise sanitaire, aussi bien en mettant à contribution ses membres, ses fonds propres. Ce leadership de Coalition Plus a permis en un temps record de mobiliser 1,4 million d'euros. Grâce à ce fonds d'urgence, nous avons ainsi pu aider rapidement
Une cinquantaine d'associations membres et partenaires implantées dans 45 pays a adapté leurs services afin de répondre à des défis inédits, parmi lesquels la continuité des services aux bénéficiaires des structures partenaires. Parce que les populations bénéficiaires déjà vulnérables, comme les travailleuses du sexe, les usagères de drogue, davantage précarisées par la COVID-19 et les limites de circulation des personnes, voire la restriction des droits humains engendrée par les décisions des États, ne pouvaient plus travailler, circuler pour se soigner, ni se nourrir. Le fonds d'urgence a permis de maintenir dans le soin les personnes séropositives. Ce fut le cas au Maroc, par exemple, où, à la demande de l'État, les associations ont livré des stocks d'antirétroviraux et de médicaments contre les maladies opportunistes directement au domicile des patients, ce qui permet de dire encore une fois que le système communautaire est complémentaire du système public. Ailleurs, des actions d'information et de sensibilisation visant à endiguer la propagation de la COVID-19 ont été réalisées en lien avec les systèmes de santé ou directement avec les États en vue d'accompagner la mise en œuvre des recommandations liées à la COVID-19 à travers la formation des équipes des associations. Par exemple, au Sénégal, 1000 volontaires ont été formés et déployés par l'ANCS pour appuyer la région médicale de Dakar dans la sensibilisation des communautés et pour soutenir les plus vulnérables à travers les distributions de kits de protection et de vivres. Au-delà des programmes de lutte contre le VIH, de soutien aux personnes infectées ou affectées par le VIH, le Fonds d'urgence de Coalition Plus a permis d'équiper nos personnels, mais aussi les usagers et usagères des services de nos associations membres et partenaires en matériel de protection pour poursuivre en toute sécurité leurs actions de sensibilisation sur le VIH, mais aussi sur la COVID-19. Un autre fait important à relever, c'est l'aide apportée aux personnes les plus marginalisées afin de répondre aux nouveaux besoins du quotidien avec les distributions de kits d'hygiène et kits alimentaires pour leur permettre de subvenir à leurs besoins vitaux. Dans certains cas, comme en Colombie, au Burundi ou en Inde, ce fonds a également servi à prendre en charge le logement des personnes vivant avec le VIH qui ont perdu leur emploi à cause du confinement ou à honorer la facture d'hospitalisation de certains patients infectés par la COVID-19 ou encore à mettre en place un système d'hébergement pour les usagers de drogue. Et voici en images quelques-unes de ces actions menées au Maroc, par exemple, et ailleurs. Mais en plus de ces quelques actions soulignées, la mobilisation du réseau Coalition Plus face à la COVID-19 a été fortement animée par une dynamique interne et soutenue par une communication externe, ce qui a fortement contribué à maintenir à plusieurs niveaux la synergie entre les associations membres. Nous en citerons en guise d'illustration, au niveau interne, le partage d'expériences, notamment via les directeurs et directrices d'associations. Et grâce à la mise en place de ce temps d'échange commun entre l'ensemble de nos associations, nous avons pu témoigner en temps réel de la situation de la pandémie dans les différents pays, discuter des difficultés auxquelles nous avons pu tour à tour être confrontés, partager nos mesures prises pour assurer la continuité des soins chez les populations clés, partager nos innovations, mais aussi nos angoisses. En outre, dans le but de favoriser les échanges, resserrer les liens et se soutenir entre militants du réseau Coalition Plus durant cette période compliquée, un groupe interne Facebook baptisé Coalition Plus Solidaire a été créé pour permettre aux centaines de militants d'échanger sur leurs difficultés personnelles ou professionnelles et d'autres défis. Il y a également la création d'une newsletter hebdomadaire qui permet de partager de façon simple et régulière les expériences et initiatives de notre réseau dans une logique de mutualisation des savoirs et bonnes pratiques et a servi de ressources sérieuses sur la thématique COVID-19. En termes de communications externes, des vidéos ont été produites sur les actions de nos partenaires et membres. Ces vidéos, disponibles sur le site de Coalition Plus et du Fonds mondial, à travers ce lien, ont permis de mettre en valeur le travail des soignants et soignantes communautaires pendant la pandémie et de plaider en faveur d'une reconnaissance de ce travail communautaire. Comme vous le voyez sur ces images, une tribune à notre initiative et co-signée avec nos partenaires ci-après a été publiée dans plusieurs grands médias en France et à l'international et visait à inventorier les mesures sanitaires exceptionnelles prises par certains gouvernements face à la COVID-19 pour déterminer comment celle-ci pourrait éventuellement nourrir notre plaidoyer en faveur de la promotion de nouvelles stratégies de réduction des risques, voire de la dépénalisation de la consommation de drogue.
conclure, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la mobilisation du réseau de Coalition Plus à travers la mise en place du fonds d'urgence, notamment, et les liens entre ses membres ont contribué fortement à une meilleure gestion de la pandémie dans la plupart des pays. Ceci a donné l'opportunité aux acteurs communautaires de mettre à contribution leur expertise plurielle et diversifiée, capitalisée dans la lutte contre le sida et les hépatites virales. En effet, cette mobilisation s'est montrée complémentaire aux mobilisations des États et surtout présente au plus près des besoins des bénéficiaires en prenant en compte leurs difficultés. Les activités de soutien et de prise en charge des bénéficiaires n'ont donc pas été interrompues grâce à l'énergie et la mobilisation sans faille de nos membres et partenaires dans les différents pays. Le modèle d'intervention du réseau Coalition Plus face à la COVID-19 mérite d'être capitalisé comme meilleure pratique pour être vulgarisé et promu comme modèle communautaire d'intervention d'urgence dans les cas avérés de crise sanitaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Rokhaya, c'était très clair. Je vais maintenant passer la parole à Nicolas Ritter. Je ne sais pas très bien comment le présenter, tellement il a fait de choses. Je vais dire que c'est le fondateur de l'association PILS, Prévention, Information et Lutte contre le sida en République de Maurice et conseiller de Coalition Plus. Il va nous présenter les implications avec les autorités dans le contexte sanitaire spécifique en 2020 à l'île Maurice et les réponses qui ont pu être apportées par l'association PILS. Nicolas. Bonjour, je suis Nicolas Ritter, je suis le fondateur de l'association PILS et je suis ravi de faire partie de ce symposium sur la COVID-19 dans le cadre de cette conférence virtuelle de la FRADI. Alors, je vais vous donner quelques éléments de contexte sur l'île Maurice. Pour commencer, nous sommes une petite île de 2000 km² et avec une population de 2 300 000 habitants, donc un contexte où la population est assez dense. L'épidémie à VIH concerne 1,2% de la population mauricienne, ce qui n'est pas négligeable, avec une forte concentration du VIH parmi les populations clés. La santé publique à Maurice est gratuite, mais nous avons de gros enjeux de santé, comme le diabète. Une personne sur 2 vit avec le diabète ou est en prédiabète. Une personne sur 2 à l'île Maurice a des problèmes cardiovasculaires. L'hypertension est aussi une maladie importante à l'île Maurice. PILS existe depuis bientôt 25 ans et nous sommes investis dans le chantier du VIH, bien entendu, mais aussi des hépatites virales et des IST. Nous sommes membres de Coalition Plus depuis 2013 et nous sommes récipiendaires du Fonds mondial pour la société civile. Les premiers cas d'infection au SARS-CoV-2 datent de mars 2020 et dès les premiers cas, l'État décide de fermer les frontières et de placer l'ensemble du pays en confinement généralisé avec fermeture des supermarchés aussi, puisque une panique s'était installée comme un peu partout, faisant que les Mauriciens se ruaient vers le supermarché avec très peu de gestes barrières. Donc, les mesures ont été importantes au départ, relativement bien suivies par les Mauriciens, et ces mesures drastiques ont permis de casser la chaîne de transmission du virus, pas simplement à travers ce confinement, mais aussi par le dépistage et le traçage des cas contacts, chose que nous savons faire depuis très longtemps. Et ce tracking, comme nous disons à l'île Maurice, a permis entre autres d'éradiquer le paludisme depuis plusieurs années chez nous. Donc, cette politique de dépistage et de traçage est certainement quelque chose, avec la fermeture des frontières, qui a permis de contrôler et de faire que l'île Maurice, aujourd'hui, est un pays où le virus ne circule pas. 441 cas enregistrés depuis le début de l'épidémie, aucun cas communautaire, aucun cas ne circule actuellement. Les cas sont simplement des cas importés. Toutes les personnes arrivant à Maurice font une quinzaine obligatoire avec 3 tests PCR, dont le dernier, bien entendu, doit être négatif avant de rejoindre sa vie
dans sa famille ou dans la communauté. Donc, chez Pils, nous avions anticipé cette épidémie et mis rapidement une cellule de crise en place afin de définir les modalités d'action pour maintenir à minima nos services ou en tout cas pouvoir continuer à travailler à distance. Nous avons très vite écrit au Premier ministre dès le début du confinement pour lui dire qu'il fallait maintenir les antirétroviraux. Attention aussi à ce que la méthadone ne soit pas interrompue pour les clients bénéficiant de ce service. Nous avons tout de suite mis en place des cellules de communication avec nos usagers pour définir leurs besoins sanitaires, sociaux, alimentaires. Une communication grand public aussi a été mise en place très rapidement avec une campagne grand public pour expliquer aux Mauriciens que vous pouvez nous appeler pour avoir plus d'éléments d'information sur la Covid et le VIH. La communication interne chez Pils et avec nos partenaires a été des moments très importants pendant ces 2 mois, avec des communications quotidiennes sur l'évolution de l'épidémie et de l'information vérifiée qui était circulée systématiquement. Et il a fallu, bien entendu, s'adapter. Quand nous avons obtenu les autorisations nécessaires, puisque nous avons réussi à être reconnus comme services essentiels. Donc, nous avons mis en place tout ce qu'il faut comme protocole de prévention et d'adaptation de nos comportements pour ne pas se contaminer et contaminer les autres. Il s'agissait aussi de documenter, de capitaliser sur cet événement totalement inédit. Les principaux résultats de cette réponse, ça a été une coordination avec les autorités publiques renforcée qui a permis des services essentiels maintenus, enfin le maintien de services essentiels comme la méthadone. Nous avons établi des protocoles de sortie que nous avons partagés avec nos partenaires et la dispensation communautaire des antirétroviraux a été une réalité. Nous avons fait plus de 400 sorties rien que pour les antirétroviraux. Les paniers alimentaires, c'est quelque chose de nouveau. Nous ne faisons pas de caritatif chez Pils, mais face à cette situation et face à la précarisation de nos usagers, nous sommes investis dans ce chantier avec la collaboration d'autres associations spécialisées dans ce domaine. Nous avons réussi à identifier un nouveau lieu pour accueillir dans des conditions sanitaires plus acceptables nos usagers à partir du moment où les services allaient reprendre. C'est aujourd'hui le cas. Cette crise nous a permis aussi une reconnexion avec des patients qui étaient sortis des radars du ministère de la Santé et du nôtre et de renforcer des liens structurels avec des partenaires mauriciens et régionaux. Voilà, plus de 1400 interventions communautaires pendant 2 mois. Ça a été aussi quelque chose d'unique. Nous n'avions jamais fait autant de sorties. Nous n'avions jamais connu une telle situation. Quelques défis et obstacles. Les automates à PCR étant exclusivement dédiés au dépistage du SARS-CoV-2, il n'y a pas eu de charge virale pendant cette période. Les déplacements étaient rendus difficiles, pas simplement pour nous, mais surtout pour nos usagers, parce que même si les centres de santé étaient restés ouverts, les transports publics ne l'étaient pas. Le respect de la confidentialité a été quelque chose d'important qu'il a fallu gérer, puisque les volontaires qui avaient les permis pour sortir et aller faire la distribution de l'antirétroviraux n'étaient pas forcément des gens qui étaient en contact avec ces patients, donc il a fallu gérer cet aspect. Ce que nous voyons arriver là, c'est une précarisation accrue de nos usagers. Et c'est une précarisation qui ne fait que commencer, puisque 25% du produit intérieur brut mauricien est en lien avec le tourisme. Et vous imaginez bien qu'en cette période, le tourisme est à 0. Nous avons aussi parfois des communications compliquées
pour pouvoir joindre nos usagers, tous n'ayant pas parfois de téléphone portable, mais à tout cela, nous avons trouvé des solutions. Ce que nous avons appris, c'est que bien sûr, nous ne sommes jamais vraiment préparés pour affronter de telles crises, mais que aujourd'hui, si nous devions faire face à une deuxième vague, nous sommes définitivement mieux préparés avec tous les protocoles que nous avons écrits en amont. La société civile, il me semble, doit être absolument partie intégrante d'une réponse d'une telle ampleur, face à une crise d'une telle ampleur. Seuls les politiques tout seuls et les médicaux tout seuls ne peuvent pas tout gérer, et nous devons être à leur côté dans ce type de gestion de crise. Pour faire face aussi en interne à une gestion de crise, nous avons bien vu que la gestion des ressources humaines était indispensable. Beaucoup de fatigue, beaucoup de burn-out, beaucoup de stress psychologique, beaucoup d'insomnie pendant cette période très, très particulière. Et il était donc, il faut vraiment avoir une attention toute spéciale sur les ressources humaines pour éviter l'épuisement. Et bien sûr, être en partenariat et en réseau facilite grandement une réponse sanitaire de qualité. Voici une photo de notre nouveau lieu d'accueil, beaucoup plus aéré et beaucoup plus adapté à la Covid-19, qui a ouvert cette semaine. Et les facteurs de réussite, j'y reviens un petit peu, l'anticipation, une organisation du travail qui est structurée, un plaidoyer crédible mené par l'association PLUS depuis plusieurs années, et nous avons eu une seule personne référente en termes de communication vers les autorités et vers les partenaires, en l'occurrence notre directeur du plaidoyer de communication, Kunal, qui est aussi le chairman, le président du CCM Maurice. La coopération avec le ministère de la Santé, qui a été organique et très bien, très bien faite. La communication avec les bailleurs aussi, et avec les personnes les plus vulnérables. Bref, la communication est un élément essentiel dans une réponse de qualité, et nous avons aussi eu beaucoup de chance parce que du Fonds mondial à l'expertise, du Commonwealth aux bailleurs locaux, l'ensemble de nos bailleurs nous ont permis des réallocations de fonds et le déblocage de fonds spécifiques pour la réponse au Covid-19. Et comment ne pas parler de cette bienveillance en ne pas mentionnant Coalition Plus, qui immédiatement a débloqué un important fonds d'urgence pour nous, pour nos partenaires associatifs mauriciens et ceux de la région membre de la plateforme Océan Indien. Donc, ça nous a vraiment permis, sans stress, d'acheter tout ce qu'il fallait comme équipement de protection, de débloquer des paniers alimentaires, bref, d'avoir une réponse à cette situation totalement inédite, et je peux vous assurer que c'est un vrai luxe, et nous sommes donc extrêmement fiers de faire partie de cette grande famille de Coalition Plus. Je vous remercie et je serai ravi de prendre des questions si vous en avez. Merci Nicolas. Je vais maintenant passer la parole à Dr Tahabrani, qui est chargé de plaidoyer sur les hépatites C à l'association de lutte contre le sida au Maroc, qui va nous parler du rôle pour une structure d'envergure nationale comme l'est la LCS dans le cadre de la lutte contre la Covid et les réponses qui ont pu être apportées, notamment certaines qui jusque-là étaient impossibles. Taha. Bonjour, je suis Dr Taha Brahani de l'association de lutte contre le sida au Maroc, membre de Coalition Plus. Je suis en charge du projet de plaidoyer pour l'accès au traitement de l'hépatite virale C. La situation de crise sanitaire liée à la Covid a eu des répercussions dramatiques sur les bénéficiaires et les services de la LCS. Mais grâce aux intervenants de la LCS impliqués dans les programmes de prévention combinés et grâce aux nombreux bailleurs qui nous ont soutenus, nous n'avons jamais cessé nos activités sur le terrain, et nous les avons même étendues en répondant aux besoins nouveaux des usagers de nos services, notamment auprès des personnes usagères de drogues injectables et des personnes vivant avec le VIH. Ma présentation est en 3 parties.
Adaptation à la nouvelle situation, maintien de l'offre de services de prévention du VIH, VHC et réponse aux besoins nouveaux des populations clés, et les perspectives de plus grande implication dans la riposte à la COVID-19. Nous avons dû revoir toute l'organisation de notre filière de services à la lumière des données de l'épidémie de COVID-19 et nous adapter à la nouvelle donnée. Les organes de gouvernance de la LCS ont rapidement réagi pour demander que soient revues nos actions et nos stratégies pour faire face à la demande. Une demande qui venait juste répondre à un besoin du terrain. En même temps, nous échangions avec nos partenaires du réseau Coalition Plus, un échange sur les expériences des uns et des autres et des pratiques mises en place. Cet échange a permis ensuite de mobiliser les fonds d'urgence qui nous ont permis d'avancer très vite. Au Maroc, par exemple, avant même le confinement ne soit décrété, et moins de 2 semaines après le premier cas, nous étions déjà prêts à déployer notre dispositif d'urgence. Nous avons adopté de nouvelles façons de travailler, tels que équiper les intervenants de terrain de la LCS en matériel de protection COVID-19, former les personnes en contact avec les bénéficiaires sur les mesures de prévention à la COVID, doter les intervenants de terrain en autorisation dérogatoire de déplacement pendant la période de confinement, équiper les intervenants de terrain en outils de communication, recharge téléphonique essentiellement, organiser les flux de nos services en favorisant les prises de rendez-vous pour le dépistage VIH, VHC et les consultations PrEP et IST, organiser les circuits et en organisant aussi les circuits au sein des locaux pour respecter la distanciation physique. La communication vers les usagers en diffusant aux bénéficiaires via les éducateurs pairs et les réseaux sociaux de capsules de sensibilisation et d'information sur le COVID-19 et en remontant les informations du terrain via les éducateurs pairs et la détection des besoins nouveaux. Grâce à notre préparation en amont et grâce aux fonds d'urgence débloqués par Coalition Plus, mais aussi de fonds mobilisés par d'autres bailleurs, nous avons pu tout de suite mettre en place des actions comme doter des équipes et les bénéficiaires en matériel de protection contre la COVID-19, la dotation en panier alimentaire et kits d'hygiène ainsi que de fournitures bureaux pour les enfants des populations clés démunies. Et dans tous les locaux de la LCS, l'accueil a été maintenu même pendant le confinement, tout en respectant les mesures barrières. Il y avait et il y a toujours le dépistage VIH, dépistage VHC pour les PrEPeurs, consultation IST et l'offre PrEP et la dotation continue en préservatif. Les autotests étaient remis par nos agents communautaires aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Pour les personnes usagères de drogues injectables, les permanences terrain sont toujours maintenues même pendant le confinement, avec le dépistage VHC et avec la multiplication des points relais de distribution des outils de prévention COVID, par exemple masques, gel hydroalcoolique, et les outils de prévention VIH et VHC, notamment les préservatifs et le matériel d'usage de drogue et de consommation de drogue. La permanence est assurée également au niveau du centre à Bas-Seuil pendant le confinement. Un des points majeurs de notre action a été le maintien de la dispensation de la méthadone. Le confinement a conduit à modifier le fonctionnement des structures et les habitudes des usagers. L'isolement, les modifications de prise en charge et d'accessibilité aux produits et aux outils de réduction de risque ont été particulièrement anxiogènes pour les usagers et leur santé. Des mesures dérogatoires ont été mises en place pour assurer la continuité des traitements, y compris la méthadone, et éviter la survenue de sévrage et les rechutes. C'est ainsi que les intervenants de la LCS impliqués dans le programme RDR ont été mobilisés pour la dispensation de la méthadone et du traitement antirétroviral en étroite collaboration avec l'équipe médicale. Pour les personnes vivant avec le VIH, en plus des activités habituelles d'éducation et de médiation thérapeutique et d'appui à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, il y avait une distribution de plus d'aide alimentaire et sociale d'urgence. Nos médiateurs assurent la dispensation des ARV afin de contribuer à toutes les facilités pour que les personnes vivant avec le VIH puissent disposer d'une dotation en ARV d'au moins 3 mois de traitement.
et afin d'éviter ainsi la fréquentation des hôpitaux et doter aussi les personnes vivant avec le VIH étrangères bloquées au Maroc pendant la période du confinement et les personnes vivant avec le VIH incarcérées. Partant du postulat que le système communautaire est complémentaire du système public et non un simple prestataire, la LCS s'est naturellement rapprochée du ministère de la Santé pour participer à la riposte à la Covid-19. Forte de son ancrage communautaire, ses moyens humains et matériels, et son expertise dans le domaine de la prévention de proximité du VIH, le dépistage rapide, qu'il soit médicalisé ou démédicalisé, du VIH, de l'hépatite virale C, du syphilis, l'appui à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH à travers l'éducation thérapeutique et le soutien psychosocial. La LCS a proposé au ministère de la Santé d'intervenir dans la riposte à la Covid-19 en proposant une stratégie s'appuyant sur 5 axes. Premier axe, la prévention de proximité de la Covid-19. Le deuxième, une communication ciblée. Le troisième, le dépistage rapide de la Covid-19. La mobilisation des équipes pour les personnes dépistées positivement à la Covid-19. La mobilisation maintenue des médiateurs de personnes vivant avec le VIH nouvellement dépistées. Pour le premier axe, la prévention de proximité de la Covid-19 ciblera les quartiers et les groupes les plus vulnérables dans le cadre d'une cartographie concertée avec les autorités sanitaires. Pour le deuxième axe, renforcer la communication et mettre à contribution les différentes plateformes de communication de la LCS, ses réseaux sociaux et son site web pour la diffusion de ces messages. Pour le troisième axe, le dépistage rapide de la Covid-19 par les équipes médicales et conseillers communautaires à travers les stratégies fixes, mobiles, les unités mobiles de dépistage et avancées des malais. Ce dépistage s'effectuera avec professionnalisme et dans la discrétion nécessaire, selon des programmes et itinéraires concertés avec les autorités sanitaires. Il viendra se rajouter au dépistage du VIH et de l'hépatite virale C. Pour le quatrième axe, les effectifs de la LCS seront mobilisés pour contacter et accompagner d'éventuelles personnes contacts des cas positifs, notamment parmi les populations clés, en concertation avec les autorités sanitaires. Ceci sera facilité par la relation de confiance entre les agents communautaires de la LCS et les populations clés. Les conseillers et les agents communautaires assureront l'orientation, voire l'accompagnement des cas positifs à la COVID-19 vers les structures de référence de proximité ou les services de consultation externe spécialisés, conformément à la circulaire émise par le ministère de la Santé datant du 13 août 2020. Pour le cinquième axe, les médiateurs sont déjà pleinement impliqués dans la procédure de dispensation exceptionnelle des ARV, conformément à l'accord établi avec le ministère de la Santé. Ils continueront à assurer la dispensation des ARV et maintiendront un contact rapproché avec les personnes vivant avec le VIH pour la gestion de leur stock d'ARV en fonction des rendez-vous des consultations. Ils contribueront également à l'accueil et l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH nouvellement dépistées et des personnes vivant avec le VIH atteintes de COVID-19. Dans le contexte actuel de COVID-19, les personnes usagères de drogues injectables sont confrontées à des besoins et à des risques uniques en raison de la criminalisation, stigmatisation, discrimination, des problèmes de santé sous-jacents, de la marginalisation sociale et de la vulnérabilité économique, notamment le manque d'accès à un logement et à des soins de santé basiques et de base adéquats. Nous continuerons donc à leur fournir des services de traitement et de réduction de risques et nous les considérons comme prioritaires dans le dépistage de la COVID-19. Pour les personnes stabilisées sous méthadone, nous continuerons à assurer sa dispensation. Nous sommes actuellement toujours en négociation avec le ministère de la Santé sur ce programme de dépistage COVID-19, notamment sur son financement qui n'est pas encore totalement assuré. Pour conclure, je voudrais rappeler que la LCS a été créée en 1988, 2 ans après que le professeur Hakim Ahimiche ait détecté le premier cas de sida au Maroc. Notre association, comme la majorité des ONG de lutte contre le sida, est née d'une crise sanitaire, une époque où l'on manquait de réponses tant en termes de prise en charge médicale et de traitement du VIH que de prise en charge psychosociale des personnes vivant avec le VIH.
Le parallèle avec la crise sanitaire actuelle de Covid-19 est là. La voix de nos associations dans la riposte à la Covid-19 doit être entendue. Je vous remercie pour votre attention. Excellent parallèle. Merci Taha, c'était très clair. Je rappelle aux participants que vous pouvez poser des questions par le chat et nous les traiterons ensuite dans la session de discussion. Je vais maintenant passer la parole au Dr Bintou Dembélé, directrice d'Arcade Santé Plus au Mali, administratrice de Coalition Plus, qui va nous expliquer comment Arcade Santé Plus, quelle nouvelle organisation a été mise en place pour assurer la continuité des services auprès des personnes vivant avec le VIH. Bintou, c'est à toi. Je suis Dr Dembélé Bintou, je suis la directrice exécutive de l'ONG Arcade Santé Plus, ONG malienne de lutte contre le sida qui existe depuis des décennies. L'ONG Arcade Santé Plus est membre fondateur de Coalition Plus. Cette ONG s'apprête à devenir récipiendaire principal des fonds du Fonds mondial sur la composante clinique communautaire sur NFM3. Je vais vous parler aujourd'hui de l'expérience de Arcade Santé Plus avec l'avènement de la pandémie du coronavirus au Mali. Les premiers cas de coronavirus ont été décelés dans mon pays le 25 mars 2020. Évidemment, il y a eu tout de suite une riposte nationale et Arcade Santé Plus, comme beaucoup d'ONG maliennes, a fortement contribué à la riposte nationale auprès des personnes vivant avec le VIH-Sida et les populations vulnérables au VIH. Nous avons écrit tout de suite un projet qui s'appelle Projet Covid-13, dont le but est de réduire les risques de propagation du Covid auprès des patients VIH et d'autres personnes vulnérables. Ce projet a fait l'objet de mobilisation de ressources additionnelles, dont près de 60% ont été financés par Coalition Plus. Et dès les premières heures de la pandémie, c'est-à-dire juste après, une semaine après la détection du premier cas, nous avons commencé ce processus-là. Et avec ce processus-là, nous avons fait en sorte qu'il y ait 4 objectifs spécifiques et chaque objectif spécifique a été l'occasion de développer des activités pour répondre justement à un besoin particulier des ressources humaines employées, des militants de l'association, mais aussi des bénéficiaires qui sont des personnes vivant avec le VIH-Sida et les populations clés. Et la première chose que nous avons faite, c'est d'assurer une prévention efficace auprès de ces équipes-là. En faisant quoi? En faisant une dotation des équipes en matériel de protection, de prévention, les masques, les gels, les gants, les blouses. Nous avons mis à disposition aussi des kits de lavage des mains à l'entrée des sites communautaires de traitement. Nous avons fait en sorte que des masques en tissu réutilisables soient distribués à l'entrée des sites de traitement. Et nous avons fait en sorte que les soins soient réorganisés pour éviter que les patients ne s'attroupent, pour justement que ces distanciations physiques-là soient respectées. Pour le second objectif, c'était d'assurer un continuum de soins et un accompagnement pour les personnes les plus vulnérables. Comment nous avons fait? Nous avons intensifié et accéléré l'offre de services différenciés pour les patients, en faisant en sorte que 3000 patients puissent avoir une dotation d'antirétroviraux au-delà de 3 mois. Donc, c'était très souvent 6 mois de dotation qu'on amène aux patients, en accélérant la distribution à base communautaire des arrivées. C'était les agents communautaires SACODO qui avaient une liste de patients qui étaient contactés, qui souhaitaient avoir leur traitement à domicile, qui étaient ainsi contactés et les traitements étaient remis à domicile. En ce qui concerne les populations clés, les populations notamment les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, nous avons fait en sorte que 50 d'entre eux puissent avoir la PrEP sans se déplacer par la distribution à base communautaire et 30 autotests ont été distribués pour ceux-là qui voulaient se tester à la maison. Et nous avons aussi contribué énormément à la charge virale à base communautaire à travers la technique d'IBS. Ainsi, 800 échantillons ont été réalisés par les agents communautaires et acheminés vers le laboratoire pour être techniqués et pour que la charge virale puisse être connue par les personnes infectées qui étaient à domicile, pour éviter les déplacements justement des personnes. Nous avons aussi distribué des kits d'hygiène
gros accompagnement social des personnes vulnérables, l'équipe d'hygiène aux populations vulnérables, des UDI par exemple. Nous avons aussi distribué des vivres aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et les populations, particulièrement des travailleurs de sexe qui étaient à cette époque-là sans ressources à cause de la fermeture de la plupart des bars à cause du coronavirus, mais aussi à cause du fait qu'il y avait des sanctions, des mesures barrières qui étaient édictées par les autorités de ce pays-là, telles que les couvre-feux. Ainsi, 2700 kits nutritionnels ont été distribués. Adopter des stratégies de communication efficaces. Nous avons été assaillis par nos bénéficiaires à travers les réseaux sociaux, le groupe WhatsApp que nous avons créé pour poser des questions concernant la relation qu'il y avait entre la pandémie du Covid et la sexualité. Beaucoup de questions ont été posées. Donc, ce groupe WhatsApp a été animé par un agent de Arcade Santé Plus et ça a permis de répondre à beaucoup de questions, notamment est-ce qu'on peut attraper la COVID-19 à travers l'acte sexuel, beaucoup de questions de ce genre. Est-ce que le préservatif protège ou pas? Donc, nous avons répondu à ces questions. Nous avons fait aussi des affiches. Nous avons fait aussi une vidéo qui permettrait de lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Comment nous avons fait en sorte que les personnalités politiques communautaires qui avaient été infectées par ce virus-là puissent s'exprimer à travers des témoignages. Et c'est là que nous avons fait un petit film, une petite vidéo que nous avons diffusée à l'Office radio-télévision du Mali. Et ça a eu quand même beaucoup de succès, beaucoup d'intérêt. Et ça a vraiment contribué à faire en sorte que les gens prennent conscience que la stigmatisation et la discrimination pourraient être aussi un problème en plus de la pandémie. Des travaux de recherche ont été également initiés pour mieux comprendre l'impact de la pandémie sur les bénéficiaires et les équipes médicales. L'objectif étant de faire un état des lieux des connaissances des militants sur ces questions-là, à travers une enquête transversale, des questionnaires auto-administrés qui ont été administrés aux militants associatifs. Ainsi, 135 militants ont répondu sur 188 et nous avons constaté qu'il y a une bonne connaissance. Les réponses concernant la COVID étaient correctes. Dans la plupart des cas, 80% des répondants aussi ont déclaré être en bonne santé. Mais nous avons aussi constaté qu'il y avait des questions, des symptômes de dépression et d'anxiété dans la plupart des cas, puisque environ 77% des personnes ont déclaré au moins un signe d'insomnie. Cela nous a guidés, cela nous a permis de promouvoir, de faire une réflexion sur l'assistance psychologique pour les militants de l'association, soit par téléphone ou de façon totalement anonyme. Et nous avons aussi élaboré un dépliant qui donnait des explications et des informations complémentaires à toutes les personnes qui souhaiteraient. Cette recherche a été valorisée puisqu'il y a eu deux publications dans les journaux scientifiques. Dans le journal Tropical Medicine and Health, Policy Open ont publié cette étude-là qui a vraiment eu beaucoup, qui a permis d'avoir beaucoup d'informations durant les premières heures de la pandémie. Et dans les perspectives, nous comptons avec Coalition Plus relancer cette étude-là pour avoir une information sur l'impact de la COVID sur les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH/SIDA, notamment les populations clés. Donc, voici résumé l'ensemble des interventions que Arcade Santé Plus a mis en place en partenariat avec Coalition Plus, qui nous a assisté, qui nous a aussi donné un financement, dans le but de pouvoir réagir très vite et pour faire face à cette pandémie-là. Je vous remercie. Je reste disponible pour les questions. Merci. Merci Bintou. Nous allons changer de continent et on va demander maintenant à César Boniface, qui est le co-coordinateur de la plateforme Amérique de Coalition Plus, à Quimerina, en Équateur, de nous parler de l'utilisation des technologies à distance et des avantages sur la prise en charge
qu'ils ont pu constater au travers de ces longs mois de Covid-19 dans leurs activités de terrain. César. Bonjour. L'utilisation de technologies à distance, quel avantage sur la prise en charge? Quelques éléments de contexte. L'épidémie du Covid en Équateur et l'impact sur les populations les plus vulnérables. Les premiers cas en décembre 2019 jusqu'à février 2020, pas beaucoup de cas, mais à mi-mars, l'épidémie commence à se déclencher. Le gouvernement prend des mesures très fortes, la fermeture de frontières, la restriction de circulation, le couvre-feu. Les villes les plus touchées, Quito et Guayaquil, surtout Guayaquil avec plus de cas et plus de décès. Les populations les plus touchées, les transgenres, les travailleuses du sexe, les migrants, ceux qui ont besoin de sortir dans la rue pour avoir un revenu, pour sa nourriture, pour se loger. Et la manque de revenus, la faim, le confinement et la violence sexiste, le confinement et la santé émotionnelle ont déclenché une crise humanitaire. En outre, la manque d'informations sur les services de santé publique. Les services ont été surpassés complètement. Il n'y avait pas d'informations sur les services de santé publique. Aussi, la difficulté d'accès aux services de santé. Il n'y avait pas de transport public. Et la crainte d'infection, d'aller chercher les antirétroviraux dans les unités de santé publique. L'impact du Covid sur les services de santé communautaire, la restriction de circulation ne permettait pas de continuer à exécuter des activités de prévention sur le terrain. L'ordre de fermeture des établissements de soins et inclut les services communautaires ne permettait pas de continuer à donner ces services. La difficulté pour accompagner les personnes aux services de santé publique. À l'Équateur, le traitement et la prise en charge sont totalement gratuits aux unités de services publics, mais les services communautaires où on fait le dépistage et les promoteurs font une référence et accompagnement aux services de santé publique. Des difficultés pour disposer de moyens de communication en temps immédiat. Et on devait acheter des ordinateurs, des téléphones et la perte de contact avec la population. Quelle était la décision de Kim Il-sung? Maintenir les services de prévention du VIH à tout prix, développer d'autres stratégies pour atteindre les populations. Quoi faire? Que faire? Et la crise humanitaire avait besoin d'une mesure urgente de l'aide alimentaire, maintenir les canaux de contact pour l'assistance aux populations, ouvrir d'autres canaux avec les réseaux sociaux et d'autres moyens, coordonner avec les services de santé publique pour maintenir le traitement pour les populations et des personnes qui vivent avec le VIH, maintenir le travail et la cohésion de l'équipe de Kim Il-sung. Quelles ont été les nouvelles stratégies? L'accompagnement des populations vulnérables par le biais des réseaux sociaux, l'utilisation du WhatsApp, du Facebook, du Messenger Facebook, la page web pour faire le contact, la télémédecine utilisant des réunions de Zoom et l'appui, le suivi par des pairs, le Zoom pour les réunions hebdomadaires et avec l'équipe de travail de Kim Il-sung dans les 7 villes où Kim Il-sung a des centres communautaires, et le WhatsApp pour assurer la coordination avec les services de santé publique dans chacune de ces villes où Kim Il-sung a les centres communautaires. Et les avantages des technologies à distance, le contact a été maintenu avec les populations. Les populations ont pu profiter de ce contact pour avoir des informations, pour résoudre des doutes, des inquiétudes, pour le support émotionnel, la maintenance de liens avec les services de santé communautaire, informations sur le type de service, les horaires, les lieux, information et coordination des soins avec
dont les populations ont besoin avec les services de santé publique, la prestation de services de télémédecine, dans un moment où les populations ne pouvaient pas accéder à la médecine en face à face, la coordination pour la fourniture d'intrants, de la PrEP, des ARV aux populations mobilité. Dans les premiers jours de l'épidémie, dans les jours les plus graves de l'épidémie, on a pu délivrer des ARV aux personnes qui ont resté dans le pays sans le vouloir et qui ont resté dues à la fermeture des frontières. Les réunions hebdomadaires de toute l'équipe pour maintenir la cohésion, la vigilance et pour planifier et coordonner la prestation de services de prévention. Ce sont les avantages des technologies à distance qui nous ont permis de maintenir la riposte au VIH. Merci beaucoup. Toutes ces actions n'ont été possibles que grâce au soutien du réseau mondial Coalition Plus. La solidarité entre les pays nous a permis de maintenir la réponse au VIH et à la vie dans le cadre du Covid. Merci beaucoup. Merci. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via le chat. Je vais maintenant passer la parole à Nicoleta Dașcalu, responsable du plaidoyer à Arras, en Roumanie, qui est aussi administratrice de Coalition Plus et qui va, elle, nous parler des leçons que nous avons tirées de la Covid-19. Nicoleta. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Nicoleta Dașcalu, je suis membre de Arras, Association roumaine contre le sida, membre de Coalition Plus. Je vais vous présenter aujourd'hui la leçon apprise par les associations membres de Coalition Plus pendant cette pandémie. Je dirais des leçons préliminaires parce que la pandémie n'est pas encore finie. Et je pense qu'on a encore des choses à apprendre, des choses à inventer, des choses à innover et qu'on sera encore meilleur et plus fort dans les mois à venir. Je vais commencer par un petit mot de philosophie. Donc, l'une des définitions de la leçon, parce qu'on parle des leçons de la pandémie, c'est qu'elle est un avertissement salutaire tiré d'un événement en particulier désagréable, erreur, faute, mésaventure. Et maintenant, on peut parler de la pandémie Covid-19 comme un événement en particulier désagréable dont on a appris plein de leçons. Les situations extraordinaires requièrent des mesures extraordinaires. Et vous allez voir que les associations membres de Coalition Plus ont fait vraiment des choses extraordinaires pendant cette pandémie pour continuer à offrir des services et garder les salariés et les bénéficiaires auprès d'elles. Et pour continuer avec un ton optimiste, j'ai trouvé ce mot de Socrate qui dit que ce qui fait l'homme, c'est sa grande faculté d'adaptation. Et adaptation est un autre mot beaucoup utilisé dans cette période et qui caractérise les associations dont je vais vous parler. Je ne vais pas insister sur le contexte parce que tout le monde le connaît, mais je vais parler du contexte de notre point de vue, du point de vue des associations qui offrent des services à des personnes vulnérables. Donc pendant ce temps, notre grand problème, c'est qu'on s'est confronté à une vulnérabilité générale des soignants et des soignés, au contraire de la vulnérabilité des bénéficiaires, donc des soignés dont on se heurtait jusqu'à présent. En plus, les bénéficiaires de nos services se sont confrontés dans cette période avec une vulnérabilité supplémentaire en plus des vulnérabilités auxquelles ils se heurtaient déjà, ce qui fait que leur situation a été, dans beaucoup de cas, extrêmement grave. Aussi, côté contexte, il y a eu et il y a encore des besoins nouveaux et complètement différents, toujours des deux côtés de la barricade. Et aussi, les conditions de travail ont énormément changé et en plus, elles ont été imposées par des règlements, des lois qui étaient passées du jour au lendemain. Et donc, il fallait s'adapter
aussi avec une très grande vitesse pour faire face. Les urgences, les plus grandes urgences auxquelles on s'est heurté dans cette période, c'est numéro 1, assurer la continuité des services pour les plus vulnérables dans le contexte déjà mentionné, et aussi protéger le personnel et aussi les bénéficiaires, les protéger en général contre l'infection à la COVID, mais aussi les protéger dans un contexte qui changeait du jour au lendemain et qu'on ne connaissait pas vraiment. Surtout, et je parle surtout du début de la pandémie, quand on ne savait pas exactement les voies de transmission, les mesures de prévention et tout cela. Un mot qui a beaucoup caractérisé le monde dans ces mois de pandémie, c'est bouleversement. Et au niveau des associations, il y a eu un bouleversement de point de vue financier, qui veut dire arrêt ou réduction des financements publics ou privés et dépenses supplémentaires. On s'est beaucoup heurté à des arrêts de financement parce que l'argent public devait aller pas vers nous, mais vers la prévention, vers les mesures de prévention de la COVID prises dans les établissements publics, ou au niveau des réductions des financements privés, les gens n'étaient plus disponibles pour faire des dons à des associations parce qu'ils se faisaient des problèmes liés à leur propre sécurité financière. Et en termes de dépenses supplémentaires, je vais parler bien sûr, tout le monde connaît la situation, les dépenses liées au matériel de prévention de la COVID, parce que les prix de ce matériel ont complètement explosé. Et même avec ces prix complètement énormes, il fallait acheter du matériel et l'utiliser pour le personnel ou le distribuer vers les bénéficiaires. Ce qui a fait vraiment exploser des budgets qui en plus n'étaient pas prévus pour ce type de dépenses. Du point de vue organisationnel, on s'est trouvé dans l'impossibilité de tenir les assemblées générales et les autres réunions qui sont obligatoires du point de vue légal. Par exemple, la réunion du conseil d'administration qui devait valider certains documents qui devaient être déposés aux administrations fiscales de nos villes ou de nos pays. Donc, de ce point de vue, il a fallu faire aussi toutes sortes de flic-flac, disons, pour ne pas être dans la faute et être après obligé à payer des amendes ou toutes sortes de sommes supplémentaires. Du point de vue des activités, le gros problème, c'était la déprioritisation des maladies autres que la COVID-19. Donc, nos bénéficiaires se sont confrontés à des situations quand, ils allaient dans les hôpitaux pour des problèmes liés à l'hépatite C, disons, dans le cas de la Roumanie, pour donner un exemple très concret. Et les hôpitaux qui soignaient les malades d'hépatite C étaient devenus des hôpitaux de COVID, ce qu'on appelle un hôpital COVID, et ils ne soignaient plus ou ils soignaient avec des délais énormes les malades d'hépatite. Dans ce contexte très difficile, avec toutes ces urgences que j'ai déjà mentionnées, j'aime utiliser ce mot « force des associations » parce que cette pandémie a été aussi un contexte où on a pu démontrer encore une fois que les associations sont vraiment une force, n'importe le contexte social ou le contexte légal ou le pays, si on est au nord ou on est au sud. Et plus en détail, la force des associations, c'est leur capacité de travailler dans des contextes difficiles. Toutes les associations membres de Coalition Plus ont continué à travailler, même dans des conditions absolument impossibles. La force des associations a été un retour à leur fondement, parce que les associations se sont formées pour servir une cause, pour aider les autres. Donc, la pandémie Covid a été un retour
dans nos associations au fondement, au statut, aux raisons pour lesquelles on s'est formé. Toujours, la force des associations a été dans le travail pour les autres, parce que, comme je disais, les soignants, les ofertants de services ont été aussi très vulnérables dans cette période, mais ce travail qu'on fait dans les associations pour les autres nous a aidés à trouver des solutions inédites et à sortir nous-mêmes de nos problèmes de tous les jours. Et aussi, pendant cette pandémie, on a pu se mobiliser ensemble. Membres, bénévoles, salariés, bénéficiaires, on s'est impliqués tous dans ce travail qui est un travail commun finalement. De manière plus pratique, ce qu'on a fait, disons, d'extraordinaire, en plus de ce qu'on faisait d'habitude, on a fait des recherches pour apprendre les besoins des bénéficiaires dans cette période de pandémie et pour après pouvoir adapter nos services mieux à ces besoins. On a utilisé des technologies à distance et on a mis en place de nouveaux outils de communication, des lignes téléphoniques par exemple, supplémentaires, des services par Internet, du conseil, on a offert du conseil social et psychologique par téléphone, des choses qu'on ne faisait pas avant de manière régulière. Aussi, une chose extraordinaire, c'était le plaidoyer pour un accès élargi aux médicaments et services de santé et sociaux. Donc, on a, disons, profité de la COVID pour demander une chose qu'on faisait déjà, mais pour demander un accès élargi à l'ensemble des produits, des médicaments et des produits de santé. Et comme vous le savez déjà, dans Coalition Plus, nous militons pour un accès abordable des produits de santé. On l'a fait encore plus fortement dans cette période. Et aussi, ce qu'on a fait d'extraordinaire, c'était qu'on s'est spécialisé dans l'achat de produits de prévention de la COVID-19 et on a développé de nouvelles capacités internes, des capacités d'acquisition et de négociation, des choses qu'on ne faisait pas avant. Si je peux tirer des conclusions, même si, comme je disais, ce n'est pas encore le cas pour tirer des conclusions, mais pour faire un peu le point, les 3 grandes leçons de la pandémie qu'on a apprises dans cette période, c'est que les associations communautaires sont toujours part de la solution. Donc, nous sommes allés vers les institutions publiques pour dire qu'on est là et qu'on peut faire le lien avec les populations vulnérables. Puis, le fait que les vulnérables sont encore plus vulnérables en situation extrême, c'est une chose dont il faut tenir compte dans notre plaidoyer à l'avenir et dans nos stratégies de travail pour l'année prochaine, par exemple. Et en 3e lieu, c'est le fait que le système public doit prendre en compte le système communautaire quand il pense ses programmes, ses actions et ses interventions. Et très brièvement, je vais vous parler un tout petit peu, en fait, décrire un tout petit peu les leçons apprises par Arras en Roumanie. Donc, on a appris à offrir des services adaptés au contexte, adaptés aux bénéficiaires. Donc, par exemple, on a fait de la distribution du matériel de réduction des risques dans la cour du centre de jour pour les âgés de drogue. On a fait, comme je disais, du conseil psychologique et social en ligne par téléphone, par Internet, par Skype, par d'autres moyens. On a impliqué de manière plus active les bénéficiaires dans nos activités. Donc, par exemple, on a fait beaucoup d'échanges de seringues secondaires dans la période de lockdown, quand les gens ne pouvaient pas se déplacer. Il y avait quand même des bénéficiaires, des usagers de drogue par voie intraveineuse qui venaient dans nos centres et qui prenaient du matériel de réduction des risques pour plusieurs familles ou pour plusieurs personnes.
Et cela nous a aidé à offrir encore des services et à aider aussi les bénéficiaires à avoir du matériel propre. On a appris à travailler en coopération avec les autres offertants de services privés pour référer les bénéficiaires, pour demander des avis, des informations. On a offert, comme je disais, des services nouveaux et indispensables. Et on a appris à intégrer rapidement le nouveau dans la normalité de tous les jours. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous et à toutes pour ces interventions. Nous avons quelques questions qui ont été posées par un certain nombre d'intervenants. Je pense que nous sommes tous là en ligne. La technologie est avec nous. Juste peut-être une question, c'est des questions générales. Peut-être commencer par des questions spécifiques. J'ai 2 questions spécifiques pour Arcade, pour toi, Bintou. Une première question qui nous demande un peu plus à proposer au ministère de la Santé des interventions fondées sur son expertise pour participer à la riposte nationale au Covid. Savoir en fait si les communautaires ont demandé à participer dans les pays en dehors des interventions ou si l'État est venu à vous. La deuxième question, toujours pour Dr Dembélé, est-ce que les autotests qui ont été distribués dans cette période auprès d'une cible, auprès de la cible, est-ce que cette cible était déjà familière de cet outil ou est-ce que ça a été une nouveauté déployée dans le cadre de Covid? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la deuxième question. Pardon? Je n'ai pas bien compris la deuxième question. La deuxième question demande si les autotests ont été délivrés auprès de cibles qui avaient déjà utilisé des autotests ou est-ce que c'était une nouveauté spécifique déployée pendant la période Covid? D'accord. Merci. Je te laisse répondre et on va enchaîner ensuite des questions. Voilà. Aux premières heures de l'épidémie de la pandémie à coronavirus, nous avons sollicité le ministère de la Santé pour mettre en place des activités en partenariat. Et je pense que nous avons travaillé à corps avec la direction des activités communautaires du ministère de la Santé pour que nous puissions, avec les agents communautaires, travailler ensemble pour faire le traçage des patients. Ça a été une activité qui a été financée par le Fonds mondial pour le ministère de la Santé en partenariat avec les organisations de la société civile comme Arcade Santé Plus. L'objectif de cette activité, c'était d'aller de famille en famille, faire la stratégie porte à porte pour aller tracer les cas index. Donc, le ministère de la Santé, les sites de prise en charge de la COVID nous donnaient des références et c'était des patients contacts. Et nous allons voir ces patients contacts-là pour travailler avec eux, pour voir un peu comment nous pouvons les amener vers le dépistage ou faire la surveillance par appel téléphonique pendant 15 jours. Donc, c'est comme ça que nous avons travaillé avec le ministère de la Santé. Pour les autotests sont délivrés habituellement par les agents de santé communautaire, par les médecins aussi. Et l'intérêt de cette activité-là pendant la pandémie, c'est que ça a permis de faire le dépistage par index sexing. Index sexing, c'est un patient VIH, ses parents, ses enfants biologiques, ou son conjoint était testé grâce à cette stratégie-là à domicile. Et c'était un accompagnement. C'est un projet qui est déjà en cours, que nous avons fait en partenariat avec Soltis. Donc, c'est en ces moments-là que nous avons accéléré aussi, accentué la distribution des autotests, justement pour l'index sexing. Nous avons aussi facilité la mise à disposition du dépistage par l'autotest à travers les populations particulières qui sont les hommes qui ont le sexe avec d'autres hommes, qui en ce moment-là, parce qu'à cause du couvre-feu, les sites communautaires étaient fermés, parce que ça fonctionnait la nuit. Et nous avons, avec les pères éducateurs des hommes ayant le sexe avec des travailleurs de sexe aussi, faciliter la mise à disposition de l'autotest. Donc, l'autotest a beaucoup marché pendant cette période-là. Je vous remercie.
Merci Bintou, c'est très clair. Je vais juste demander, quand on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour cet échange, de répondre de la façon la plus concise possible. J'ai une question pour la LCS. Une personne demande si la LCS a pu proposer ses services d'accompagnement psychosocial pour les personnes positives à la Covid-19 au Maroc, de façon très spécifique. Si oui, avec quel résultat? Et sinon, pourquoi? D'accord, merci Estelle. Bonjour. Je veux juste rappeler que pas juste la LCS, mais Coalition Plus ainsi que ses partenaires, ils sont des associations communautaires. Alors, nous allons toujours offrir notre appui psychosocial à toutes les communautés pour lutter contre la vulnérabilité socio-économique et pour une meilleure rétention aux soins. Parmi les services que nous avons offerts, ce sont les paniers alimentaires, les fournitures scolaires, la sensibilisation et l'orientation des populations clés qui sont plus ou moins infectées de Covid, et aussi l'appui médical pour les personnes vivant avec le VIH déclaré cas Covid positif. Ce que nous avons vraiment remarqué, c'est que grâce à cet appui psychosocial, nous avons une meilleure observance, soit pour les personnes usagères de drogue, soit pour les personnes vivant avec le VIH. Et ces personnes infectées par le Covid, en plus de la meilleure observance, ils respectent plus les mesures barrières préventives et ils n'infectent pas leur pairs. Et il faut aussi souligner que grâce à cet appui, nous avons aussi gagné la confiance de ces populations vulnérables qui souffrent vraiment durant cette période de pandémie. Merci. Merci Tara. J'ai des questions beaucoup plus générales et j'aimerais les poser. Je ne sais pas qui d'entre vous voudra y répondre. On a beaucoup de questions qui portent sur la parole citoyenne dans la pandémie, qui, on l'a vu en tout cas un petit peu partout, a souvent été peu prise en compte. Les questions que l'on pose, c'est comment peut-on apprendre des associations luttant contre le VIH pour que les gouvernements écoutent les représentants de la société civile dans les mesures prises contre la Covid. Je ne sais pas qui veut se lancer dans la réponse à cette question. Nicolas, peut-être? Wakaya? En tout cas, c'est une belle question qui nous a interpellés dès le départ. On a souhaité, et j'imagine que beaucoup d'organisations se sont manifestées auprès de leur ministère, comme nous l'avons fait, auprès de leur gouvernement, pour proposer leur aide, pas simplement en termes de prestations de services ou de délivrance d'antirétroviraux, et encore heureux qu'on ait été écoutés là-dessus, mais pour participer à une réflexion plus globale avec les politiques, avec les représentants de la classe économique. Enfin, il y a une espèce de table ronde qui inclut tous les secteurs. Mais malheureusement, cette partie-là n'a pas été entendue. Et je crois que, je pense que c'est un phénomène qui touche même la France. Hein, donc, c'est des leçons à tirer et j'espère que nos gouvernants vont aussi tirer des leçons de cela, parce que je pense que si dès le départ il y avait une consultation communautaire, si les personnes, les représentants d'associations de patients avaient été impliqués, on aurait peut-être vécu les choses un peu différemment. Merci Nicolas. Il nous reste 2 minutes avant qu'on soit coupé. Peut-être une toute dernière question. On nous demande aussi ce qui restera après cette épidémie, des changements mis en œuvre en urgence. Qu'est-ce qu'on devra arrêter ou continuer? Un petit peu dans la suite de ce que tu viens de dire, Nicolas, mais plus spécifiquement par rapport aux actions d'urgence qu'on a mises en place au sein de Coalition Plus. Wakaya? Oui, moi je pense que... Oui, je pense il est évident de noter que cette pandémie a été une excellente opportunité pour prouver à suffisance la nécessaire complémentarité entre les systèmes de santé classiques et les systèmes communautaires. Nous avons une complémentarité, nous avons une expertise communautaire apportée dans les situations d'urgence et dans les situations de crise. Je pense que les différentes présentations l'ont montré à suffisance. Il est indispensable que nous pensions qu'il y ait cette complémentarité, cette intégration de nos activités dans le système de santé et que ce soit considéré comme tel, qu'il y ait une reconnaissance et une valorisation de notre valeur ajoutée par rapport justement à cette pandémie. Et la pandémie du coronavirus s'est nourrie de notre expérience. Et je pense que c'est une leçon à retenir. Je vous remercie.
Estelle, je voudrais rajouter... Vas-y, Rokhaya. Vraiment très, très court. Je voudrais quand même oui, en fait, je voudrais rajouter à ce que Bintou a dit, toute cette expertise plurielle et multisectorielle devrait être capitalisée et mise au service également de nos États, qu'ils puissent apprendre et comprendre que cette complémentarité, la société civile, les organisations communautaires savent répondre également aux épidémies. Et pour compléter encore rapidement, j'ai beaucoup aimé la présentation de Taha, qui a rejoint un peu la mienne, parce que il y a eu le facteur sidération dans énormément de pays, et là où il y a eu des réponses souvent peut-être mieux faites, en tout cas, c'est quand il y a eu une anticipation. Et l'anticipation d'une crise permet de mieux la gérer. Donc, il faut tirer des leçons de cela pour voilà. Merci. Comme je sais qu'on va être coupé très rapidement, juste profiter des quelques dernières secondes pour remercier les intervenants et les participants à ces échanges. Merci aux organisateurs. Merci pour les témoignages et surtout, rien pour nous sans nous, les communautés en action. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.